Le CSP, DPA et les FPL veulent mutualiser leurs efforts. Les dirigeants des deux groupes rebelles se sont rencontrés à Tizawaten la semaine dernière. Ils entendent dégager des stratégies pour leur future coopération militaire. Hier au Sénégal, les députés ont voté non la suppression de deux institutions, à savoir le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Le point de cette journée parlementaire dans un instant. Le nouveau sélectionneur des Aigles a rendu visite au ministre de la Jeunesse et des Sports. Tom Saint-Fit a ensuite adressé ses premiers mots au monde sportif malien et nous avons recueilli l'avis des consultants sportifs. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Conseil régional de la jeunesse de Badiangara a célébré la Journée internationale de la jeunesse le vendredi dernier sous le thème « Éclaireur de vérité, la jeunesse face à la désinformation ». Occasion pour les jeunes de la localité de débattre de la problématique de la désinformation et la cohésion sociale. Paul Yapinguesson. Le thème de la journée « Éclaireur de vérité, la jeunesse face à la désinformation » est révélateur dans une région en proie à l'insécurité. C'est important pour moi, une fois de plus, de rappeler aux acteurs ici présents que la désinformation tue une nation. Dans une région où les attaques des groupes armés sont fréquentes, une lueur d'espoir se profile à l'horizon, provenant principalement de la résilience des communautés locales, en particulier des jeunes. Nous sommes réunis ici pour une cause qui nous est tous chère, la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la vérité médiatique dans une région confrontée à des défis complexes. Notre région, le cœur battant du Mali, a souffert des effets dévastateurs de l'insécurité, des conflits et de l'instabilité. Ces réalités nous ont appris l'importance de vivre ensemble et de la quiétude dans un environnement pareil. À travers le projet Tabalekunka, l'ONG Save for Women Grown attend soutenir de telles actions afin de prévenir des risques de conflits pour cause de désinformation. Alors nous avons soutenu cette initiative parce qu'elle cadre étroitement avec les objectifs du projet. Et le défi de la désinformation est un combat de tout le monde. Et ça touche particulièrement les jeunes et les femmes. Cette journée a été mise à profit par la jeunesse pour lancer des messages de paix et de réconciliation entre les communautés de Bandiagara. L'Association des pionniers du Mali a lancé une campagne de reboisement sur la colline de Koulouba ce mardi matin. Ce sont 250 pieds d'eucalyptus, des figuiers et des capoquiers qui ont été plantés. Djenaba Samaki. Cette activité est coutumière et est effectuée chaque année par les agents des eaux et forêts sur la colline de Koulouba. Cette année, spécifiquement, la Ligue des pionniers de Bamako se sont réunis pour vraiment donner un coup de main aux eaux et forêts pour reboiser 250 plants, pour reverdir la colline du pouvoir et la forêt classée de Koulouba, dans le cadre de l'enrichissement de cette forêt. Donc, yiri min filɛ nin ye a bɛ mago min ɲɛ mɔgɔ caman bɛ yen dɔw t'a dɔn mɛ mɔgɔ caman bɛ yiri nafa dɔn Mali kɔnɔ bi. Yiri jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnama la yiri tɛ jamana kɔnɔ o jamana ka ɲɛnamaya tɛ taa yɔrɔ jan. La campagne de reboisement initiée par l'Association des pionniers a pour but la préservation de l'écosystème et lutter contre la désertification. En ce moment précis du mois d'août, ça doit être le mois consacré au reboisement. Si tous les Maliens arrivaient à planter un arbre, vraiment 20 millions d'arbres, on aura la forêt. Donc c'est ce qu'on recommande. Surtout que notre article 7 le recommande, le pionnier aime la nature, il protège les arbres et les animaux. Donc quand les pionniers décident de mettre ça en valeur, je pense que ça ne fait que chose réelle. Comme le dit un adage, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Mais il ne suffit pas seulement de planter, il faut aussi entretenir. J'en suis persuadé que la Ligue des pionniers du Mali ne ménagera aucun effort pour le suivi de ces plans. Elle veillera comme d'habitude au suivi et à l'entretien de ces jeunes plants qui d'une part va reboiser la colline du pouvoir
et d'autre part augmenter le peuplement en sylviculture. Cette campagne s'étendra dans les 6 communes du district de Bamako. Pour un rappel, la campagne de reboisement national édition 2024 a été lancée ce jeudi 8 août 2024 à la cité universitaire de Kabala, visant la plantation de plus de 18 millions de plants et le reboisement aux 8000 hectares sur l'ensemble du territoire. Les groupes armés du Mali et du Niger entendent mutualiser leurs efforts. C'est l'annonce faite le dimanche 1er septembre par les responsables du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad et du Front patriotique de libération au Niger. Paul Yapinguesson. Les 2 mouvements rebelles ont annoncé avoir engagé des discussions afin d'établir un pas d'assistance mutuelle. Les relations entre eux, le lieu de la rencontre est tout un symbole. Tiwazaten, dans le nord du Mali, une localité située à la frontière algérienne. Depuis quelques semaines, cette localité est l'objet de combats intenses entre les forces armées maliennes et les groupes terroristes. Lors de la rencontre, il n'y a eu aucun document signé, du moins rendu public. Pour le porte-parole du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, Mohamed El Maouloud Ramadan, les échanges ont été fructueux et bénéfiques pour les 2 parties, car ils ont décidé de se porter assistance, mais également de défendre ensemble les intérêts sur le plan international. Lord Arami Oumar, coordinateur en Europe du Front patriotique de libération, FPL, explique le but recherché à travers cette rencontre avec la rébellion malienne du cadre stratégique et permanent. Selon lui, cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre stratégique de la future coopération militaire. Il faut noter aussi que Niamey se trouve à 441 km de Gao. Le Niger, le Burkina et le Mali sont tous dirigés par des militaires qui ont rompu tous les accords stratégiques de défense avec les pays européens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sous Tindatine. Malheureusement, aujourd'hui, une grande partie de ces régions, Tillabéri par exemple, est entre les mains des djihadistes. Les 2 tiers du Burkina Faso et du Mali sont contrôlés par des djihadistes. Avant de souligner que pour l'instant, aucun document n'a été signé. Mais, je le cite, nous sommes confiants pour la suite. Pour rappel, le FPL a pris les armes pour exiger la libération du président déchu Mohamed Bazoum, qui est toujours détenu à Niamey depuis sa chute le 26 juillet 2023, tout en exigeant un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, sinon ils vont continuer la lutte. 29 personnes, dont 15 Burkinabés, 7 Ivoiriens, 5 Maliens, 1 Gambien et 1 Mauritanien, toutes inculpées pour leur participation à des faits de terrorisme en Côte d'Ivoire, ont été inscrites sur la liste nationale des sanctions et gel des avoirs, rapporte un arrêté du ministre des Finances et du Budget consulté le samedi 31 août 2024. Il s'agit de Guindo Adou, Guindo Beidari, Guindo Boureima et Ba Aladou, tous des nationalités maliennes résidant à Abidjan. Parmi ces individus inculpés d'actes de terrorisme figurent également 7 Ivoiriens, 15 Burkinabés, un Mauritanien et un Gambien. Ce document est intitulé « Arrêté numéro 0720 MFB CAB du 22 août 2024 portant inscription sur la liste nationale des sanctions et gel des avoirs de M. Guindo Adou et 28 autres personnes désignées pour participation à des faits de terrorisme. » Ainsi, selon l'article 1 de cette décision, cet arrêté du ministre des Finances et du Budget intervient en application des dispositions de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des articles 175 et suivants de l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023, des articles 2 et suivant du décret numéro 2024-216 du 17 avril 2024 et de l'article 3 de l'arrêté numéro 0487 MFB CAB du 7 juin 2024. Par ailleurs, l'on apprend dans l'arrêté que ces personnes inscrites sur cette liste nationale des sanctions et gel des avoirs ont été pour la plupart inculpées pour plusieurs motifs différents, certes, mais elles sont toutes liées par leur participation à des faits de terrorisme. En effet, certains individus sur cette liste ont par exemple été inculpés dans des procédures liées au financement du terrorisme et d'autres pour des actes terroristes et d'associations de malfaiteurs à caractère terroriste ou encore d'affiliation à une association ou participation à une entente en vue de préparer ou de commettre des actes terroristes, etc. Ces individus sont notamment inculpés d'actes terroristes, affiliation à une entente ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes, de recrutement de personnes en vue de faire partie d'un groupe criminel organisé.
Il leur est également reproché de participer à la commission d'actes terroristes, à l'organisation délibérée de voyages dans le but de participer à la préparation d'actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illicite d'armes et de munitions de la première catégorie. Au Sénégal, les députés ont rejeté hier soir le projet de révision de la Constitution porté par le président Bassirou Diomaye Faye. 2 institutions consultatives devraient être supprimées. Le point avec Aminata Keïta. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a rejeté par un vote de 83 députés contre 80 le projet de loi portant suppression du Haut Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Prolongeant la guerre entre l'opposition et le pouvoir, le président du groupe Benno, Abdou Mbow, annonce le dépôt dès aujourd'hui d'une motion de censure contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une décision à laquelle il fallait s'attendre vu le climat délétère entre l'exécutif et le législatif et surtout les nombreux enjeux et défis qui se cachent derrière cette volonté du président Bassirou Diomaye Faye de rayer ces 2 institutions de la carte des institutions nationales. Alors qu'il est dépourvu de majorité à l'Assemblée nationale élue en 2022, le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont besoin d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre leur programme de réforme durant ce quinquennat. Avec le refus du Parlement pour la dissolution de ces 2 institutions, le président Faye pourrait éventuellement dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 12 septembre en faisant état des avis du Conseil constitutionnel. La motion de censure passe avec cette majorité de 83 députés. Donc le gouvernement va tomber. Mais toutefois, le président Bassirou Diomaye Faye peut reconduire à travers un décret la même équipe gouvernementale, le même premier ministre qui reconduit la même équipe gouvernementale. Maintenant, politiquement, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on se dirige tout droit vers, et à partir du 14, il y a la possibilité pour le président de la République de gouverner par ordonnance en attendant l'organisation d'une nouvelle élection législative pour avoir un nouveau Parlement qui pourrait peut-être permettre à la nouvelle équipe gouvernementale d'avoir une majorité capable de faire passer ces réformes. Le régime actuel pourrait aussi organiser un référendum, faire passer les réformes à travers les réformes constitutionnelles. Donc, toutes ces hypothèses sont possibles. La coalition de l'ancien président Macky Sall a fait remarquer que le projet de loi devait être précédé par la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre pour décliner les grandes orientations politiques du nouveau gouvernement. En lieu et place, il est proposé la suppression du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique et social, 2 institutions majeures qui jouent un rôle important dans la vie socio-économique du Sénégal. En bref, au moins 129 personnes ont été tuées en RDC dans une tentative d'évasion survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la plus grande prison à Kinshasa. D'une capacité de 1500 places, cette prison héberge aujourd'hui plus de 14 000 détenus selon les statistiques officielles. Selon Jacquemain Chabani, ministre congolais de l'Intérieur, le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle après sommation, d'autres par bousculade ou étouffement. 59 blessés et quelques femmes ont été également violées. Retour au pays, le Belge Tom Saintfiet a foulé les sols maliens pour entamer une nouvelle carrière avec les Aigles du Mali. Il a été reçu hier en audience par le ministre des Sports et de la Jeunesse, Assetoumani Koulibaly. Reçu hier lundi 2 septembre par le ministre des Sports, le nouvel entraîneur des Aigles annonce déjà les couleurs. Je veux écrire l'histoire, qualifier l'équipe à la CAN et à la Coupe du Monde. Je ne suis pas ici pour l'argent, mais parce que je veux faire rehausser le football malien. Telle est une partie des mots formulés par le nouveau sélectionneur Tom Saintfiet. L'homme qui nourrit de grandes ambitions semble avoir une belle cote auprès de plusieurs analystes sportifs. Tom Saintfiet, il a 51 ans, il est belge, c'est un technicien hors pair qui a un football qui va de l'avant. Donc, c'est un gars qui ne joue pas derrière. Et je pense qu'avec sa connaissance du football africain, il a une idée sur cette équipe malienne. Ce dont on a besoin de lui, c'est de remodeler les Aigles du Mali, de donner plus de niaque et plus d'allant à cette sélection nationale qui aujourd'hui a besoin d'un sang neuf et d'un nouveau management. En plus de cela, Tom est un psychologue. Vous savez, la place d'un psychologue est très très importante dans une équipe nationale. Je veux dire dans toutes les disciplines sportives. Au Mali, on a perdu des matchs récemment
je peux dire que ce sont des problèmes psychologiques qui nous ont empêchés d'atteindre nos objectifs auparavant. Tom aussi, il peut combler cette partie. Tom, je peux dire, c'est le meilleur actuellement sur le marché que le Mali pouvait prendre financièrement. D'aucuns pensent qu'il peut apporter un plus au football malien, mais soulignent que c'est également un spécialiste de démission. Un côté que notre interlocuteur Abdoul Dambélé félicite. Pour lui, cela prouve que c'est un homme de principe qui sait se fixer des objectifs. Dire que Tom est un entraîneur qui démissionne, je pense que déjà ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui a une vision. S'il voit que son objectif, ou bien l'objectif donné par une fédération, qu'il ne peut pas atteindre cet objectif, il démissionne. Je pense que démissionner fait partie de la vie de l'homme, surtout quand il vient pour un objectif bien déterminé. Tom Saintfit a fait un choix, celui d'abandonner son contrat de 2 ans nettement mieux sur le plan financier avec les Philippines pour rejoindre le Mali. Une décision qu'il assume en soulignant que son ambition est de gagner de grands titres, se qualifier dans une Coupe du Monde. Le nouveau sélectionneur va enfin rejoindre l'une des équipes africaines qui était dans son viseur pour une durée de 2 ans. Tom Saintfit prendra fonction après les 2 matchs de qualification de l'équipe amenés par l'intérimaire Alou Badra Diallo. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.